Sur le coup, j'ai pas fait un drame avec ça. Michel, je le connais. C'est un colleux depuis sa séparation. Et je pense qu'il se rend pas compte du malaise qu'il peut créer quand il s'agit de cette façon-là. Quand Michel boit trop, il se met à toucher les gens, particulièrement les femmes. Et évidemment, depuis qu'il vit seul, c'est pire. La rumeur dit qu'il aurait le béguin pour moi. Effectivement, j'ai vu une différence. Il m'écrit des courriels, des textos, des petites blagues. Je l'ai bien ressenti, mais moi, j'ai rien fait pour alimenter ça. Je lui réponds, je reste polie, mais c'est tout. Maintenant, moi, ce qui me chicote davantage, c'est que je sais qu'il va recevoir une stagiaire, Cynthia, qui va commencer bientôt. Et donc, il va devoir l'évaluer, il va être avec elle souvent. Et là, ça peut devenir un peu plus inquiétant. Donc, moi, après le party, j'ai plus pensé à ce qui s'était passé. Par contre, à chaque fois que je pense à Cynthia, la stagiaire, ça revient. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas, là, qui n'a pas lieu d'être. Il y a un malaise. C'est une réalité, là. Les relations amoureuses en milieu de travail, ça existe. C'est pas nécessairement proscrit. Mais quand est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Je pense qu'une des premières précisions qu'il convient de faire, c'est de dire que la notion d'harcèlement sexuel fait partie du concept d'harcèlement psychologique. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Les tribunaux l'avaient déjà reconnu. Le législateur a pris soin de le préciser dans un amendement de 2019 à la loi sur les normes du travail. Bon, ceci étant dit, comme tu le dis, les relations amoureuses en milieu de travail, c'est un phénomène, évidemment, qui est tout à fait naturel. Évidemment, ce qui distingue le flirt du harcèlement sexuel, dans une relation de courtisanerie, si je puis dire, il y a un comportement qui est réciproque de la part des deux parties, qui est souhaité, chaque partie se sent flattée, et donc c'est accepté comme situation. Il y a un équilibre dans la notion de flirt ou de courtisanerie en milieu de travail. Le harcèlement sexuel est toujours caractérisé par une notion, par un concept de déséquilibre. Les tribunaux l'ont d'ailleurs très bien dit, il y a toujours un abus de pouvoir dans la notion d'harcèlement sexuel. Il y a un comportement unilatéral d'une personne sur l'autre, un comportement qui est non désiré par la victime, et il y a là un comportement auquel la personne n'a pas consenti. C'est ça, parce que la notion de consentement est centrale ici pour distinguer le flirt du harcèlement. Absolument. Comment distinguer flirt-harcèlement? C'est la notion de consentement. Okay. Le consentement, évidemment, doit toujours être exprès. On dit toujours, hein, il y a des slogans dans le domaine universitaire qui dit si c'est pas oui, c'est non. Donc, on ne peut inférer un consentement. Le silence n'équivaut pas au consentement. Le consentement doit être libre et éclairé, donc exempt de toute forme de pression, de manipulation, de promesse de récompense, exempt de toute forme d'intoxication, par exemple. On constate dans ce party-là qu'il y a de la consommation d'alcool. Puis d'ailleurs, Michel pourrait toujours, pour expliquer sa conduite, dire « ben on avait tous consommé, on était sur le party », lui aussi. Mais est-ce que c'est une défense de dire ça, en fait, que sa conduite s'explique par sa consommation d'alcool? Absolument pas. Puis des décisions arbitrales, d'ailleurs, qui l'ont reconnu, le fait qu'on était sur le party, qu'il y avait consommation d'alcool, ne peut servir de moyen de défense. Et pourquoi? Parce que, comme en matière d'harcèlement psychologique, l'intention du harceleur n'est pas prise en compte. La manifestation de son intention, elle peut être altérée par l'alcool ou qu'il vienne nous dire par après « ce n'était pas mon intention d'harceler la victime » n'est absolument pas pertinent. C'est toujours le critère « est-ce que la victime a reçu un comportement qu'elle considérait comme étant non désiré ». Donc, l'intention n'est pas un facteur et donc la consommation d'alcool non plus. Vers la fin de la soirée, Michel avait toujours les mains dans mon dos. Je l'ai repoussé plusieurs fois. Il revenait toujours à la charge, puis jusqu'à ce que j'aie sa main sur mes fesses. Et là, effectivement, c'était trop. Donc, je suis partie. Michel, c'est un bon gars, c'est un collègue de travail, et je sais que ce qu'il vit en ce moment, c'est pas facile. C'est un moment difficile de sa vie personnelle, mais je pense qu'il n'est pas conscient de ce qu'il crée comme malaise. Et ça peut devenir une situation problématique, délicate.
Évelyne, nous, comme spectateurs, on voit très bien que Julie ne semble pas accepter les avances de Michel. Comment ça se fait que Michel, lui, ne perçoit pas ces signaux-là correctement? Intéressant de se poser la question. C'est évident, là, ici, qu'un des facteurs de risque de glissement de la conduite de Michel, c'est la consommation d'alcool. Mais il faut aller un cran plus loin. On peut même y aller en termes, moi, il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle de l'intelligence émotionnelle. Il y a 3 compétences clés là-dedans. La première étant la conscience de soi. Est-ce que Michel se connaît bien? Est-ce qu'il sait qu'il a tendance à être très, très chaleureux physiquement avec les gens? Est-ce qu'il connaît sa propre conduite quand il consomme de l'alcool? Point d'interrogation, on ne le sait pas. Donc, la conscience de soi, c'est déjà une première compétence qui est cruciale là-dedans. La deuxième compétence, c'est la gestion de soi. Alors, est-ce qu'il perçoit lui-même l'ampleur de son propre élan ou il est un peu, là, justement, au-dessus de tout ça? Parce que quelqu'un pourrait avoir un élan puis se gérer soi-même, dire « je vais trop loin », tu sais, corriger sa conduite. Pour corriger ma conduite, souvent, ce dont j'ai besoin, c'est de ce dont on parlait là, des indices chez l'autre personne. Et ça, c'est des compétences relatives à la sensibilité à autrui. Et c'est très micro, des fois, ce qu'on peut percevoir chez l'autre, une réticence, un léger pas de recul, un malaise dans le visage. Alors, évidemment, plus on a, je dirais, des habiletés développées pour ces 3 compétences-là, moins il y a de chances qu'on se mette dans la bara et qu'on mette quelqu'un aussi mal à l'aise par notre propre conduite. J'ai envie d'évoquer d'autres facteurs de risque aussi, de glissement, d'inconduite sexuelle en milieu de travail. Certainement le fait que des personnes, que ce soit pour des raisons d'alcool ou pour des raisons de vie personnelle difficiles, ça peut arriver aussi, se mettent à être dans une vision un peu tunnel. Ils voient leur comportement à très, très, très court terme sans envisager plus loin tout ce qu'ils pourraient perdre à cause de leur conduite. Parce que si les choses s'aggravent, c'est évident qu'il peut avoir des conséquences pour quelqu'un comme Michel dans une situation comme celle-là. Mais on dirait que la personne a une vue à très, très courte vue. Alors ça, c'est un autre exemple. Donc, quand on est fragile, parfois, ça peut aussi augmenter le risque qu'on se retrouve soi-même dans des situations où on ajuste mal notre conduite avec les autres personnes, y compris en milieu de travail. Moi, mon seuil de tolérance est assez élevé. Je me suis pas sentie atteinte. Par contre, j'imagine qu'une autre personne pourrait se sentir atteinte beaucoup plus facilement que moi si elle était plus fragile ou plus sensible. Et là, je me sens un devoir, une responsabilité de signaler ces gestes-là. Évidemment, on constate que Julie est mal à l'aise face à la situation avec Michel, mais on comprend aussi qu'elle s'inquiète beaucoup pour la stagiaire Cynthia. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter pour la stagiaire? Évidemment, comme on a bien dit que le harcèlement sexuel, c'est une forme d'harcèlement psychologique, on comprend que la question des rapports entre les personnes est importante. Donc ici, on voit Julie, qui est une collègue de travail de Michel. Donc, ce sont des gens qui sont de même niveau hiérarchique dans l'organisation. Donc, le concept habituel du harcèlement s'applique. C'est-à-dire que le niveau de répétition requis va être inversement proportionnel à la gravité de l'acte. Hein? Donc, quand on voit Michel passer sa main sur le bas du dos de Julie, on peut considérer que c'est un acte de gravité relativement faible. Bon, donc, pour que cet acte-là devienne du harcèlement sexuel, il faudrait qu'il soit répété à de nombreuses reprises à l'intérieur d'un continuum de temps. Hein? Bon, à partir du moment où Michel commence à descendre sa main plus bas sur les fesses de Julie, bien, qu'est-ce qui survient? Une augmentation du niveau de gravité. Donc, de tels comportements, on va certainement parler d'un niveau de gravité modéré à élevé, dépendamment de la nature du toucher. Donc, le niveau de répétition va être beaucoup moins élevé. Donc, on pourrait penser que dans ce cas-ci, compte tenu de la relation qu'on appelle horizontale entre les parties, on ne serait pas non plus dans une situation de harcèlement sexuel si c'était un acte unique, mais le toucher n'a pas besoin d'être répété de nombreuses reprises pour constituer du harcèlement sexuel. À partir du moment où on parle de Cynthia,
Bien, Cynthia est appelée à devenir la stagiaire de Michel. Donc, il va être en position d'autorité hiérarchique sur elle. Cynthia va être placée dans une relation de dépendance, de captivité. Comme inégale. Inégale. Déjà, il y a une notion de déséquilibre, alors que Michel est appelé à lui donner des tâches, à évaluer son travail, il va être déterminant dans sa progression de carrière. Donc, tout à l'heure, on disait que ce qui différencie le flirt du harcèlement sexuel, c'est cette notion de déséquilibre de pouvoir. Alors, le déséquilibre, ici, sera au cœur même de la relation hiérarchique entre Michel et Cynthia. Hein? C'est ce qui a amené les tribunaux d'arbitrage, notamment dans des affaires semblables, à considérer qu'à l'occasion d'un party de fête où il y a consommation d'alcool qui n'est pas pertinente, on est dans une relation entre un directeur et une stagiaire à son emploi, un toucher équivalent à celui qu'on a vu pour Julie, partie des fesses notamment, un niveau de gravité élevé, a été considéré comme un acte unique suffisamment grave pour constituer du harcèlement sexuel. Conséquemment, dans cette affaire, le directeur a été congédié et le congédiement a été maintenu. Donc, on voit, la leçon à retenir, c'est que la relation d'autorité entre un gestionnaire et une victime, par exemple, diminue le niveau de répétition requis pour constituer du harcèlement sexuel. Le texto, c'est la goutte de trop. Alors, j'ai répondu tout de suite à Michel, non, je ne viendrai pas prendre un verre avec toi, point. Et je suis partie, j'en ai pas parlé à personne. Je me suis dit que de toute façon, c'est un contexte social, ça cadrait pas vraiment dans le milieu du travail, donc je voyais pas ce que ma directrice aurait pu faire avec ça. On le constate, Julie hésite ou se questionne à l'idée d'en parler à la direction parce qu'elle se dit « c'est du social, c'est un party d'équipe, ça se passe entre nous ». Est-ce qu'elle a raison de penser que ça ne concerne pas la direction? Julie a tort de penser cela. Il est bien reconnu que la responsabilité de l'employeur s'étend bien au-delà des lieux du travail, des lieux physiques ou même des horaires de travail. Il est bien reconnu donc que des activités ayant lieu dans des parties d'équipe, dans des congrès, des conférences, des activités de formation, lors du transport de covoiturage pour se rendre au travail. Qui ont un lien avec le travail. Dès qu'on peut démontrer que l'employeur est à l'origine de l'événement qui a donné lieu à des conduites inappropriées et qu'il avait une forme de contrôle par rapport à cette activité, la responsabilité de l'employeur est engagée. J'avoue que je m'inquiète sincèrement pour Cynthia et je sais pas quoi faire. Ou je porte plainte contre Michel, ou je vais parler avec lui, discuter de ce qui s'est passé. Je sais pas quoi faire. C'est délicat, ces situations-là, puis on voit que Julie hésite sur la manière d'aborder la situation, à juste titre, elle est hésitante. Est-ce que c'est une bonne idée qu'elle décide d'aller parler directement à Michel de ce qui s'est passé? C'est jamais blanc ou noir. Hein? Souvent, il vaut mieux une mauvaise intervention qu'aucune intervention du tout. Donc, le fait qu'elle tente sa chance pour aller en parler directement, ça peut pas être une mauvaise chose en soi. Cependant, je pense surtout à la situation entre Michel et Julie. Ouais. Dans le cas de Cynthia, évidemment, la personne dont la conduite ici est mise en cause, Michel, est appelé ou est son supérieur immédiat. Donc, les enjeux sont beaucoup plus élevés. On est devant une situation qui est plus délicate et clairement recevable à titre du harcèlement sexuel. Recevable ne veut pas dire fondé, mais les critères à première vue sont remplis. Donc, il serait certainement préférable de déposer une plainte formelle, en vertu de la politique, ce qui n'exclut pas par la suite le recours à la médiation pour traiter cette... Mais c'est particulier. Est-ce qu'on peut envisager la médiation même pour des cas de harcèlement sexuel? Moi, après de nombreuses années de pratique, je connais très peu de situations qui ne peuvent pas éventuellement être traitées dans le cadre d'une médiation. Sauf que dans ce cas-ci, on va agir avec un niveau de précaution beaucoup plus élevé.
compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu de la responsabilité légale de l'employeur en matière de harcèlement sexuel, puis compte tenu aussi de l'impact possible sur l'intégrité psychologique, la dignité de la victime. Donc, ce principe de précaution va nous amener à, d'abord, non pas favoriser, mais même exiger que les personnes soient accompagnées, soit par leur accompagnateur syndical, par un collègue, par un parent, voire même par un avocat, pour favoriser leur pleine capacitation dans le cadre de la médiation. On va aussi souhaiter, voire même recommander fortement la présence d'un gestionnaire dans cette médiation, afin que la médiation devienne tripartite. Donc, quand on parle d'une médiation tripartite, on parle d'une médiation qui implique, dans ce cas-ci, la victime alléguée, le mis en cause et une personne en autorité sur elle. De l'organisation. De l'organisation. OK. Mais je me pose la question, dans le cas d'une médiation, est-ce que ça voudrait dire que la personne qui a commis une inconduite, elle n'aurait aucune conséquence? C'est ça que je me demande. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, particulièrement dans ce cas-ci, dans le cadre d'une médiation tripartite, il y a différents enjeux qui seront traités entre les personnes. Donc, on peut penser qu'entre Cynthia et Michel, par exemple, il y aura des enjeux relationnels, dont notamment la formulation d'excuses, la reconnaissance du caractère inapproprié de la conduite, établir des règles de respect pour la poursuite de la relation si celle-ci doit être poursuivie. Un enjeu entre la personne en autorité et la victime alléguée, ben, serait des enjeux de réparation, par exemple, et un enjeu entre l'employeur et l'agresseur, s'il est reconnu dans ce contexte-là, ben, serait justement de l'application de mesures correctrices pour assurer que la situation ne se reproduise plus. Donc, l'application de mesures correctrices, c'est-à-dire des mesures disciplinaires, administratives, peuvent très bien avoir lieu dans le cadre ou en parallèle à une médiation. Et souvent, l'employeur veut justement être présent à cette médiation-là pour quantifier la mesure disciplinaire qui pourrait être requise en observant le niveau d'autocritique de la personne mise en cause. Est-ce qu'il reconnaît la situation? Est-ce qu'il est habile à formuler des excuses qui soient authentiques et réparatrices? Donc, une médiation ne signifie pas l'absence de mesures disciplinaires dans un cas comme celui-là. Et si, dans une autre situation, une personne qui a vécu une inconduite sexuelle en milieu de travail décidait, par exemple, de porter plainte à la police ou à la CNSST ou même les deux, est-ce qu'à ce moment-là, la responsabilité de l'employeur donc, est dégagée? Il n'a plus à s'occuper de ce dossier-là? C'est curieux de voir qu'encore plusieurs organisations ont ce réflexe de dire que le dépôt d'un grief, par exemple, d'une plainte à la police ou d'un autre recours, met fin à l'application de la politique. On voyait ça dans les premières politiques il y a une vingtaine d'années. C'est une mauvaise compréhension. L'exercice d'un autre recours n'exonère pas la responsabilité de l'employeur. Donc, l'employeur doit agir toujours de manière diligente, rapide, pour identifier, faire cesser le harcèlement, alors qu'un autre recours peut prendre des mois avant d'être entendu puis d'avoir une décision. Prenons l'exemple d'une décision qui arrive dans 1 an, et si l'adjudicateur en arrive à la conclusion qu'il y a eu harcèlement sexuel, bien, la deuxième question qui va se poser, qu'est-ce que l'employeur a fait pour faire cesser la situation? Bien, si on lui dit, bien, on n'a rien fait, il y avait un recours devant vous, bien, évidemment, la responsabilité de l'employeur va être beaucoup plus importante. Donc, la multiplicité des recours n'exonère pas l'employeur. Dans le cas d'une plainte à la police, la seule chose qu'il faut éviter, c'est d'être en situation d'entrave avec l'enquête policière. Donc, dans des situations graves, vaut mieux prendre contact avec les autorités pour s'assurer que nos interventions que nous menons à l'interne dans le milieu de travail, nos interventions d'enquête, n'entravent pas l'enquête policière. Donc, si on essaie de résumer tout ça, en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'entre Julie et Michel, il y a un historique de relations positives, c'est des collègues. On sent qu'elle se sent la capacité d'aborder ce sujet-là avec lui. Alors, il y a peut-être quelque chose de possible dans un dialogue direct à ce niveau-là. Par contre, quand on évoquait un scénario probable là, de dérapage impliquant Cynthia, la stagiaire, avec Michel, le mot qui me vient, c'est précaution. Alors, à ce moment-là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de chances que l'employeur soit impliqué si des conduites là, déplacées survenaient entre Michel, donc à l'égard de Cynthia. Tout à fait d'accord. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien au responsable des ressources humaines?
Oui, bonjour. Dites-moi, j'aimerais avoir un conseil. Je me demandais, bon, premièrement, je peux vous parler en toute confidentialité, c'est bien ça? Parfait, merci. Et j'appelle pour avoir un conseil, là, c'est pas pour porter plainte. Oui, d'accord, très bien. Alors, écoutez, c'est parce que j'ai vécu une situation un peu délicate au travail.